Il y a un monstre caché dans les forêts, les marécages et les rivières du bassin du Congo en Afrique centrale. Il a un long cou, ressemble à un dinosaure et a la taille d'un éléphant ou peut-être d'un hippopotame. Du moins, c'est ce que disent les personnes qui prétendent l'avoir vu. Il aurait dû s'éteindre il y a des millions d'années, mais cette version congolaise du monstre du Loch Ness a, pour une raison ou pour une autre, réussi à survivre. Il s'agit du Mokele Mbembe, que l'on peut traduire par « celui qui arrête le cours des rivières », et de plus en plus de gens affirment l'avoir aperçu ces derniers temps. Les explorateurs européens ont entendu parler de cette créature pour la première fois par les riverains du fleuve Congo, au début des années 1900. Un capitaine allemand a même inclus une description du monstre dans le rapport officiel de son expédition. Les riverains en question lui ont dit que l'animal était de couleur brun grisâtre, avec une peau lisse, un cou très flexible et une seule longue dent qui est peut-être une corne. Certains ont parlé d'une longue queue musclée semblable à celle d'un alligator. Ils ont également dit que la créature vivait dans les grottes, mais qu'il lui arrivait de gravir les rives pendant la journée pour trouver des plantes à manger. Ces témoins croyaient aussi que l'encas préféré de la bête était une sorte de liane avec de grandes fleurs blanches. Ils montrèrent même au capitaine allemand un sentier que le monstre avait dégagé pour accéder à ces plantes. Et plus important encore, ils le prévinrent que le Mokele Mbembe n'aimait pas les humains et abattait toutes les pirogues qui passaient près de lui. Les dinosaures jouissaient d'un réel succès dans la culture populaire des années 1910, et plusieurs journaux en Europe et en Amérique du Nord écrivirent sur ce monstrueux anachronisme africain. Dans les années suivantes, plusieurs expéditions furent organisées dans le bassin du Congo pour rechercher le Mokele Mbembe ou interviewer des prétendus témoins oculaires. On ne trouva aucune preuve physique directe, mais de nombreux récits furent recueillis. Un zoologiste, dans les années 1980, dit qu'il avait filmé le Mokele Mbembe, mais que son film n'avait pas pu être correctement développé. Des histoires et des films comme Jurassic Park ont entretenu le rêve que des dinosaures pourraient encore se cacher quelque part dans nos profondes forêts. Il est enfin arrivé un moment où les gens ont cessé de parler aussi fréquemment des apparitions du monstre légendaire, si bien qu'on commença presque à l'oublier. Mais tout a changé récemment. De nombreuses personnes prétendant l'avoir vu de leurs propres yeux. Les cryptozoologistes, ces passionnés de créatures mystérieuses, pensent qu'il pourrait s'agir d'un dinosaure qui, pour une raison ou pour une autre, n'a pas disparu, un parent du brachiosaure ou du diplodocus. Cette idée provient de la description même de la créature, son cou extrêmement long, son corps immense et sa tête minuscule. On dit qu'elle pourrait encore se cacher dans les épaisses forêts d'Afrique. Mais les scientifiques disent que s'il s'agissait bien là du dernier dinosaure vivant, nous aurions déjà trouvé des preuves tangibles, une photo, des os ou des indices signalant qu'il se déplace dans le bassin du Congo. Certaines expéditions parties en quête de preuves ont même utilisé des sonars pour scanner les eaux troubles des rivières et des lacs d'Afrique centrale à la recherche de grandes créatures non identifiées. Certains se concentrent sur un lac isolé, le lac Télé, qui est entouré de jungles vierges et marécageuses. Jusqu'à présent, cette recherche de preuves n'a pas été couronnée de succès. Le fait que de nombreuses personnes pensent régulièrement apercevoir le Mokele Mbembe pourrait résider dans les récents changements de l'écosystème de la région. De plus en plus de colonies humaines s'installent dans l'immense forêt tropicale du bassin du Congo. Les gens ne sont pas habitués à voir de grands animaux dans la forêt. Ils se disent donc qu'ils ont affaire à la mystérieuse créature, influencée par le folklore. Combler les lacunes de la connaissance par une réalité imaginaire est chose courante, surtout s'il existe des récits tout près que tout le monde connaît déjà. Cependant, nous ne pouvons pas complètement exclure la possibilité qu'il existe de nouvelles espèces d'animaux inconnus dans les forêts du Congo, même s'il ne s'agit pas d'un dinosaure. Une autre légende, cette fois mongole, raconte qu'un ver géant vit dans le désert de Gobi. Oui, quelque chose de semblable au monstre que vous avez vu dans Dune. La créature mesurerait près de 2 mètres de long et cracherait un acide capable de faire fondre n'importe quoi. Elle projetterait même de l'électricité. On dit qu'elle passe la plupart de ses journées cachée sous les dunes de sable, mais qu'elle aime sortir pendant les mois plus humides de juin et de juillet. Les Occidentaux ont entendu pour la première fois parler du ver géant du désert de Gobi grâce à un paléontologue américain, Roy Chapman Andrews. Cet homme courageux a probablement inspiré Indiana Jones. En 1926, il a mentionné le monstre dans un livre.
En effet, des dirigeants mongols lui avaient en fait part de descriptions détaillées de l'effrayante créature, même si aucun d'entre eux ne l'avait jamais vue de ses propres yeux. Selon l'un d'eux, le ver ressemblait à une saucisse d'environ 60 cm de long, sans tête ni pattes. Il était si venimeux que le simple fait de le toucher pouvait instantanément vous ôter la vie. Et il vivait dans les parties les plus isolées du désert de Gobi. Il semble qu'Andrews ne croyait pas à ces histoires de vers géants. Mais il en a tout de même partagé quelques-unes dans un second livre. Ensuite, la légende de ce monstre s'est répandue dans le monde entier. Selon certains récits, il ne mesure qu'1 pied de long. Dans d'autres, il est aussi grand qu'un humain. Certains disent qu'il ressemble à un serpent, et d'autres le décrivent comme une espèce de chenille. Certaines personnes affirment qu'il a des ailes et peut voler, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un être maléfique surnaturel dépourvu de corps. La couleur de la créature reste également un sujet de débat. Elle va du blanc-gris au marron, parfois jusqu'au rouge vif. Si ces récits sont si différents, c'est probablement parce que la créature n'existe tout simplement pas. En 1983, un scientifique qui visitait la région a entendu dire qu'un vieil homme avait enfin réussi à attraper le mystérieux ver. Il a également appris qu'il y avait un nid à proximité, et il a décidé de tout risquer pour le voir. Mais au lieu d'un monstre effrayant, il n'a trouvé qu'un boa eryx tataricus. Heureusement pour le scientifique, ce serpent n'est pas venimeux. Il a cependant des écailles gris-brun et correspond peu ou prou à la description du ver géant. Lorsqu'il l'a montré aux habitants, ils ont tous dit que c'était là le monstre qu'ils avaient en vue. De grandes expéditions américaines, britanniques et néo-zélandaises se sont rendues dans le désert de Gobi pour tenter de trouver la créature. De nombreux aventuriers solitaires ont également fait le chemin par leurs propres moyens, mais personne n'a jamais trouvé de preuve de l'existence de la bête. Un grand nombre de Mongols sont toutefois convaincus que le ver de la mort est plus qu'une simple chimère. Si vous ne croyez pas à ce monstre du désert de Gobi, que diriez-vous d'aller voir du côté de Lake Worth, au Texas? Selon le folklore local, il y aurait là une créature mi-humaine mi-chèvre, avec des écailles et de longs doigts griffus. Tout a commencé en juillet 1969, lorsque des habitants ont affirmé avoir aperçu une créature mystérieuse dans les environs. Les journaux ont adoré l'histoire et se sont mis en quête de nouveaux témoignages. Un article a déclaré que le monstre avait sauté d'un arbre et était tombé sur une voiture. Un autre, que la créature de Lake Worth avait décidé de lancer un pneu sur un groupe de personnes. Quelqu'un a même réussi à prendre une photo du coupable, et les journaux l'ont publié. Les habitants ont commencé à affluer vers le lac après la tombée du jour, espérant apercevoir la créature, mais personne n'a pu trouver la moindre preuve de son existence. L'auteur de la photographie du monstre a ensuite déclaré qu'il s'agissait très probablement d'une plaisanterie. Le canular d'un petit malin. Puis, un journaliste a reçu une lettre anonyme affirmant que 3 lycéens avaient décidé de se déguiser et de faire peur aux gens. Fin de l'histoire. Malgré cela, certains cryptozoologistes pensent qu'il pourrait s'agir d'une espèce de primate inconnue qui marche sur 2 jambes. Nous ne savons pas si le monstre de Lake Worth est réel, mais ce mystère fait du bien à la communauté. Chaque année depuis 2009, les gens organisent la fête du monstre de Lake Worth. Sous l'épaisse canopée d'une forêt tropicale préhistorique, un prédateur silencieux s'insinue dans les eaux troubles de la rivière. Voici le Titanoboa. Sa taille est proprement monstrueuse, plus de 12 mètres de long, soit l'équivalent d'un car scolaire, et un poids comparable à celui d'une petite voiture. Il s'impose comme le plus grand serpent que la Terre ait jamais porté. Nous sommes il y a environ 60 millions d'années. À peine 6 millions d'années se sont écoulées depuis que les dinosaures ont été balayés par un astéroïde. Lentement, la nature renaît. C'est l'époque du Paléocène. Le domaine du Titanoboa est aussi luxuriant que suffocant. L'air y est saturé d'humidité, tel celui d'un hammam, et les cours d'eau abondent de poissons, un terrain idéal pour ce prédateur. Avec la disparition des dinosaures, le Titanoboa s'impose comme le maître de la chasse. Son corps est conçu pour allier puissance brute et furtivité. Sa colonne vertébrale, à la fois souple et robuste, soutient son impressionnante carrure sans compromettre sa discrétion. Dans l'eau, le Titanoboa se déplace comme une ombre, presque imperceptible. Il ne pourchasse pas sa proie, nul besoin. Tapi sous la surface obscure de la rivière, le Titanoboa attend. Un groupe d'anciens poisons pulmonés s'aventure un peu trop près. En un clin d'œil, il surgit, rabattant violemment ses mâchoires. Le poisson est condamné.
L'étreinte du serpent ne laisse aucune issue. Dès que la proie cesse de se débattre, il l'avale tout rond. Durant des millions d'années, ce serpent a dominé les forêts tropicales sans partage. Aucun adversaire ne pouvait rivaliser, ni les crocodiles préhistoriques, ni les petits mammifères, ni les oiseaux. Pourtant, le titanoboa n'était pas le seul prédateur au sommet de la chaîne. Aux côtés du titanoboa existait une vaste lignée de serpents, les Matsoidae, un immense arbre évolutif regroupant de nombreux génomes et espèces. Leur histoire s'étend sur près de 100 millions d'années, jusqu'à l'époque du Crétacé. Leurs fossiles ont été découverts aux quatre coins de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Inde et de l'Australie. Cela s'explique par le fait qu'ils ont évolué sur le continent Gondwana, une seule et immense masse terrestre, au cœur de laquelle ils prospéraient. À cette époque, cette famille cohabitait avec l'ensemble des dinosaures. Ces derniers dominaient alors la planète, reléguant les serpents à un rôle secondaire. Ils vivaient dans leur ombre, contraints de s'adapter pour survivre. Certains se nourrissaient de petits mammifères, d'autres attendaient patiemment l'éclosion des œufs de dinosaures. Les plus téméraires osaient même s'en prendre aux jeunes dinosaures. Les fossiles d'une espèce ont révélé, dans son estomac, les restes d'un jeune titanosaure, ce géant au long cou, Lorsque l'ère des dinosaures prit fin dans un cataclysme incandescent, le moment était venu pour ces serpents de s'épanouir. Après l'impact de l'astéroïde, la Terre entra dans une ère nouvelle, marquée par la chaleur et l'humidité. Plus le climat se réchauffait, plus les reptiles à sang froid trouvaient ces conditions favorables à leur expansion. Les serpents, y compris le titanoboa, atteignirent des tailles sans précédent. Il en allait de même pour les membres de la lignée Matsoidae. Partout, les serpents s'étendirent à travers les continents, gagnant en taille et en dangerosité au fil des siècles. Avec le temps, le titanoboa cessa d'être l'unique souverain des jungles. Avançons jusqu'à 47 millions d'années avant notre ère. Nous sommes désormais au milieu de l'Éocène, dans les basses terres tropicales de l'actuelle Inde occidentale. Un paysage luxuriant, marécageux, entre rivières et étangs. La terre, alors plus chaude, abritait des tortues et des créatures similaires aux crocodiles, se réchauffant au soleil. C'est dans ce contexte qu'émergea le plus grand et le plus redoutable de ces prédateurs, Vasuki indicus. Son nom impose le respect. Vasuki, roi des serpents dans la mythologie hindoue, ce reptile gigantesque enroulé autour du cou du dieu Shiva, symbole de force et de loyauté. Quant à la mention Indicus, elle renvoie à la découverte de ses fossiles en Inde. Vasuki surpassa Titanoboa, atteignant la taille vertigineuse de 15 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. Il pesait autant qu'un petit éléphant. Contrairement au Titanoboa, adepte de la chasse en milieu aquatique, Vasuki privilégiait la terre ferme, bien qu'il puisse toujours plonger dans l'eau si besoin. Il rôdait sur les sols marécageux avec une lenteur méthodique, se confondant avec l'épaisse végétation. Il s'attaquait aussi à des crocodiles, des tortues gigantesques et même aux premières baleines. Nul n'était de taille face à lui. Sa musculature prodigieuse lui permettait de broyer avec une force inouïe. Mais le plus terrifiant restait sa mâchoire. Contrairement au Titanoboa ou au python actuel, Vasuki ne pouvait engloutir de grandes proies d'un seul tenant. Il les dévorait vivantes, à l'aide de ses dents, brutalement, avec une rapidité terrifiante. Un prédateur suprême de son époque. Et rappelons-nous qu'il ne s'agissait pas d'un unique Titanoboa ni d'un seul Vasuki. Ces serpents formaient une population entière. Durant le Paléocène, les rivières étaient peuplées de nombreux Titanoboa. Certains, jeunes et plus petits, luttaient pour leur survie, tandis que les plus anciens et imposants régnaient sur les cours d'eau. Il en allait de même pour les générations successives de Vasuki indicus, qui s'en disputèrent la suprématie pendant des millénaires. Avec le temps, d'autres membres de la famille des Matsoidae trouvèrent chacun un territoire à dominer. Ainsi, aux côtés de Vasuki, un autre géant nommé Gigantophis garstini prospérait dans l'actuelle Égypte, au nord de l'Afrique. À l'époque, cette région n'était qu'eau et marécage. Avant la découverte d'autres serpents géants, Gigantophis était considéré comme le plus grand de tous, atteignant près de 11 mètres de long, soit davantage que les plus puissants serpents actuels, comme l'anaconda vert. Mais bientôt, nous entrons dans l'ère du Pléistocène, entre 2,5 millions d'années et à peine 11 000 ans avant notre ère. Les humains modernes commençaient à évoluer aux quatre coins du globe, et les serpents se retrouvèrent y confrontés à une nouvelle menace, bien plus redoutable que les dinosaures.
Tandis que notre espèce développait son cerveau, l'Australie voyait régner ses propres souverains ophidiens, Wonambi et Yurlungur. Leurs noms proviennent eux aussi de légendes ancestrales. Ainsi les peuples aborigènes désignaient-ils le serpent arc-en-ciel mythologique, créateur du monde. Cela ressemble à l'éternel problème de l'œuf et de la poule. Le serpent a-t-il été nommé d'après une divinité, ou bien les aborigènes ont-ils forgé leur divinité à partir de ce redoutable reptile? Les anciens habitants de l'Australie ont partagé leur territoire avec ces prédateurs durant des millénaires. Ils mettèrent leurs enfants en garde en leur transmettant le récit de ces serpents redoutés. Dans leur tradition orale, le grand serpent arc-en-ciel modelait le relief, dessinait les rivières et façonnait les éléments du monde. Ces récits trouvent sans doute leur origine dans la puissance de ces serpents. Ils ignoraient toutefois que ces bêtes n'étaient à pas aussi titanesques que Vasuki ou Titanoboa. Ils demeurèrent cependant dangereux. Yurlungur pouvait atteindre 8 mètres de long. Ils affectionnaient les zones les plus verdoyantes et humides de l'Australie du Miocène, notamment les cours d'eau bordés de végétation, riches en proies potentielles. Yurlungur possédait un corps massif, aussi épais qu'une cuisse humaine. Il traquait ses proies dans la région qui correspond aujourd'hui au nord-ouest du Queensland. C'est dans les couches calcaires de Rivers Lake que l'on a mis au jour ces fossiles. La découverte était remarquable, le crâne était presque intact, dents comprises. Un fait exceptionnel, sachant que les crânes de serpents sont très fragiles et survivent à la fossilisation. Comme ses ancêtres, Yurlungur ne dépendait pas du venin. Il tuait par constriction, alliant rapidité et puissance. Ces reptiles, du moins, n'étaient pas non plus aussi brutaux. Leur étreinte suffisait à provoquer un arrêt cardiaque quasi instantané, abrégeant ainsi les souffrances de leur proie. Ils n'étaient pas non plus capables d'avaler leurs victimes d'un seul coup, et ne possédaient pas non plus les dents acérées de Vasuki ou du Titanoboa. Ainsi, Yurlungur, tout comme Wonambi, devaient consommer lentement leur proie, à l'image des pythons actuels. Wonambi, pour sa part, mesurait près de 6 mètres de long. Doté d'un crâne plus étroit, il ne pouvait s'en prendre qu'à des marsupiaux, reptiles ou autres créatures imprudentes. Son domaine était le point d'eau, où il demeurait enroulé, immobile, parfaitement dissimulé dans la poussière. Lorsque les kangourous ou les wallabies s'approchaient prudemment pour boire, ils ne percevaient la menace que bien trop tard. Les serpents du genre Wonambi ont persisté en Australie durant des millions d'années. Même lorsque le climat et les écosystèmes se sont transformés, ces reptiles n'en ont guère été affectés. Ils se sont même épanouis dans les zones plus fraîches et arides du continent. Mais même les géants finissent par décliner. Le temps a poursuivi son œuvre. La planète s'est refroidie davantage, et la nature s'est métamorphosée. Wonambi a survécu jusqu'à environ 50 000 ans, et aurait pu durer davantage, si les humains n'étaient pas intervenus. Ce sont justement les aborigènes d'Australie, autrefois terrifiés par Wonambi, qui ont fini par signer l'arrêt de mort du reptile. Après tant d'années passées au sommet de la chaîne alimentaire, il aura suffi que de petits primates le pourchassent jusqu'à l'extinction. Ainsi va l'évolution. Tous les grands serpents ont fini par disparaître, ne laissant que leurs fossiles, et des récits tels que celui-ci. En 2016, 2 chercheurs exploraient les forêts d'Arunachal Pradesh, en Inde. Lorsqu'ils ont découvert par hasard un magnifique serpent camouflé parmi les feuilles. Un habitant leur a alors montré l'animal, et ils ont immédiatement compris qu'ils étaient en présence d'une vipère exceptionnelle. Ce serpent, avec son museau pointu rappelant celui de la vipère hypnale d'Indonésie, et son ventre orange vif les a laissés pantois. De retour au camp, après un examen approfondi, ils ont compris qu'ils avaient mis la main sur une découverte remarquable. Des analyses ADN réalisées à l'Institut indien des sciences ont confirmé qu'il s'agissait d'une espèce totalement inédite, désormais baptisée Trimeresurus arunachalensis. Toutefois, les particularités de ce serpent ne s'arrêtèrent pas là. Son organe reproducteur présentait des caractéristiques distinctes de celles des autres vipères, et son motif d'écaille était tout à fait singulier. Alors que son plus proche parent possédait une vingtaine de rangées d'écailles autour de son corps, ce spécimen mystérieux n'en comptait que 17. La prochaine espèce est un véritable cas d'exception, connu pour être le plus grand gecko jamais observé, avec une longueur avoisinant les 60 cm et une épaisseur comparable à celle du poignet d'un homme adulte. Le seul spécimen répertorié du gecko géant de Delcourt est actuellement conservé en France,
mais son origine précise demeure encore en partie mystérieuse. À l'origine, on pensait qu'il provenait de Nouvelle-Zélande, car certaines légendes locales évoquaient l'existence d'un lézard géant vivant dans les forêts. Bien que cette théorie soit fascinante, des études ADN récentes tendent à indiquer que cette espèce nocturne pourrait en réalité venir de Nouvelle-Calédonie. Cependant, aucune preuve définitive n'a encore été apportée à ce sujet. En général, les requins dormeurs sont des créatures lentes et imposantes qui préfèrent les eaux froides profondes des océans. Leur large tête plate leur permet de se tapir dans l'obscurité marine. Toutefois, en 2017, un spécimen a été capturé dans un port de pêche à Taïwan, puis recueilli sur un marché aux poissons, et il ne ressemblait en rien à ses congénères. Tout d'abord, ce requin d'1 et 3 mètres présentait des yeux plus petits et une seconde nageoire dorsale réduite en comparaison de ses congénères. De plus, il possédait davantage de rangées de dents dans sa mâchoire supérieure et moins dans la mâchoire inférieure. Cependant, la découverte la plus surprenante fut de constater qu'il s'agissait d'une femelle enceinte, portant 33 embryons. Cela suggère qu'il existe probablement d'autres spécimens de cette espèce cachés dans les profondeurs océaniques que nous n'avons pas encore détectés. Voici le Mollisquama parini. Il est minuscule, mesurant à peine 14 cm de long, tandis que la plupart des requins des grandes profondeurs atteignent environ 2 mètres. Cependant, ne vous laissez pas abuser par sa petite taille, car cette créature est sans aucun doute l'un des secrets les plus intrigants de l'océan. Découvert en 1979 dans les eaux profondes du Chili, ce petit requin ressemble à un véritable gadget d'espion, notamment grâce aux mystérieuses poches situées près de ses nageoires pectorales. Ces poches, qui représentent environ 4% de la longueur de son corps, pourraient soit émettre de la lumière, soit sécréter des phéromones. Ainsi, ce requin pourrait potentiellement s'illuminer pour dérouter ses prédateurs ou attirer des proies cachées dans l'obscurité des profondeurs. Et quand je parle de profondeur, c'est à plus de 3000 mètres sous la surface, soit l'équivalent de 7 Empire State Buildings, empilés les uns sur les autres, mais sous l'eau. Depuis sa découverte initiale au Chili, un autre spécimen a été observé en 2010 dans le golfe du Mexique, mais aucun autre n'a été signalé depuis. Ce requin à poche n'est cependant pas le seul animal bioluminescent que nous évoquerons aujourd'hui. Ce cafard d'à peine 2,5 cm de long, au nom scientifique de Luchiormetica lucae, fut initialement collecté en 1939, mais n'a gagné en notoriété que des décennies plus tard, en 2012. Ce qui le rend particulièrement fascinant, ce sont ses facultés de bioluminescence, c'est-à-dire qu'il possède des zones de son corps qui s'illuminent dans l'obscurité. Contrairement aux lucioles, qui utilisent principalement leur lumière pour attirer un partenaire, cette blatte émettait une lueur visant à imiter un coléoptère toxique clignotant dans le but de repousser les prédateurs. Malheureusement, la région d'Équateur où cette créature a été découverte a été sévèrement touchée par une éruption volcanique, faisant craindre que ce spécimen lumineux ne soit une découverte impossible à répéter. Poursuivons avec les petites créatures et découvrons l'Hippocampus minotaure, également surnommé hippocampe à cou de taureau. Celui-ci se distingue par son large cou, sa grande tête et son corps relativement petit, d'où son surnom de minotaure. Les seuls spécimens répertoriés ont été trouvés au large des côtes d'Éden, en Australie, et aucun n'a jamais été observé vivant dans son milieu naturel. C'est pourquoi nous connaissons peu de choses sur son comportement. Certaines recherches suggèrent qu'il vivrait à des profondeurs d'environ 100 mètres, l'équivalent de la hauteur d'un immeuble de 30 étages. On pense que cet hippocampe mystérieux aime enrouler sa queue préhensile autour des coraux et pourrait même se dissimuler dans les fonds sableux. Sa couleur jaune-orange lui permet probablement de se fondre dans les récifs coralliens, ce qui rend son observation dans l'océan aussi difficile que de rechercher une aiguille dans une botte de foin. Passons maintenant au chat de Nariño. En 1989, un unique spécimen de ce félin tacheté et énigmatique a été découvert sur les flancs du volcan Galeras, dans le sud de la Colombie. Ce petit léopard arborait une courte queue, ornée de 7 anneaux noirs et d'une pointe noire également. Sa fourrure rougeâtre caractéristique le différenciait nettement de ses congénères. Comprenant qu'il ne s'agissait pas d'un animal ordinaire, les chercheurs ont entrepris de visiter plusieurs musées à travers l'Amérique latine, afin de trouver des félins similaires, mais sans succès. Par la suite, une analyse ADN a confirmé qu'il était unique en son genre, ayant divergé de ses plus proches parents il y a environ 1,9 million d'années. Le colibri de Bogota est un oiseau remarquable à la couleur violette éclatante et aux plumes de vol noires.
le tout complété par un menton et une couronne d'un vert vif. Pendant de nombreuses années, seul un spécimen acheté à Bogota, en Colombie, en 1909 était connu, et c'est à peu près tout ce que nous avions sous la main. On ne savait que très peu de choses sur cet oiseau fascinant et énigmatique. Cependant, la situation a évolué en 2017 lorsqu'une étude approfondie a mené à une nouvelle analyse de son ADN. Ces résultats ont révélé que le colibri de Bogota pourrait ne pas représenter une espèce entièrement distincte. Il semblerait plutôt qu'il s'agisse d'un hybride, issu du croisement de deux espèces de colibris. Il est fort probable que sa mère ait été un sylphe à queue d'azur, un superbe colibri que l'on trouve principalement dans les Andes, en Amérique du Sud. Le Nicobar ponctué est considéré comme la licorne du monde ornithologique. Il a été décrit pour la première fois en 1783 par le médecin anglais John Lassam, qui l'a observé une seule fois. Depuis cette observation unique, il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'un pigeon, et de nombreux chercheurs étaient si persuadés qu'il constituait une espèce à part. Néanmoins, des études ADN récentes ont révélé que cet oiseau pourrait en réalité être étroitement lié au célèbre dodo, cet oiseau dodu et incapable de voler de l'île Maurice qui ressemblait à un gros pigeon au bec impressionnant. Quoi qu'il en soit, le Nicobar ponctué mesure environ 33 cm de longueur et se distingue par son plumage tacheté de jaune. Contrairement à son cousin terrestre, le Nicobar ponctué était probablement davantage arboricole, se nourrissant de fruits dans les arbres. Aujourd'hui, pour observer cet oiseau rare, il faut se rendre au World Museum de Liverpool, où se trouve le seul spécimen connu. Lors de votre séjour en Angleterre, n'oubliez pas de faire un détour par Londres pour visiter le Muséum d'histoire naturelle. Vous y trouverez le seul spécimen connu d'une roussette désignée scientifiquement sous le nom de Pteropus brunus. Les roussettes, ou renards volants, figurent parmi les plus grandes chauves-souris au monde, avec une longueur corporelle, c'est-à-dire sans les ailes, pouvant atteindre environ 40 cm. Cependant, cette chauve-souris particulière, découverte en 1874 sur l'île Percy, ressemble davantage à une version miniature de ses congénères, car elle mesure seulement 21 cm de la tête aux pieds. Ainsi, bien qu'elle n'ait pas été observée dans son habitat naturel depuis un certain temps, il n'y aurait aucune inquiétude à avoir si vous deviez la rencontrer. Guam ne ressemble à aucune autre île. Elle en a pourtant toute l'apparence, un havre paisible, luxuriant, posé au cœur de l'immensité bleue du Pacifique. Mais un événement s'y est produit, bouleversant à jamais son destin. Guam a été envahi par de redoutables créatures, plusieurs millions d'entre elles. Dans cet endroit, les écologistes ne connaissent aucun répit. Un jour, ils avaient organisé une réunion conviviale sur l'île. Un cochon entier rôtissait à la broche, et l'on riait et bavardait gaiement. Mais le temps d'un bref éloignement, un intrus s'est invité à leur banquet. À leur retour, la scène les saisit. Un serpent massif enserrait le cochon rôti. Sa peau miroitait dans les derniers reflets du feu. Ses écailles captaient les lueurs des braises. Ses yeux, fendus et effrayants, les fixaient. Il était en train de dévorer leur repas, engloutissant d'énormes morceaux de viande. Il s'agissait d'un serpent brun arboricole. Cet animal n'aurait jamais dû se trouver ici. Il s'agit d'une espèce invasive. Celui-ci s'était introduit clandestinement à bord d'un navire marchand dans les années 40. Depuis, il n'a cessé de tourmenter les véritables résidents de l'île, les oiseaux. Autrefois, Guam résonnait d'une symphonie de battements d'ailes et de chants. 12 espèces d'oiseaux peuplaient ces forêts, emplissant les airs de trilles mélodieux et de gazouillis. Mais ça, c'était avant l'arrivée des serpents. Ils ondulaient dans la canopée, débusquant les nids, engloutissant les œufs, éradiquant des générations entières avant même leur éclosion. Et en l'espace de 40 années seulement, la jungle s'est tue. Sur les 12 espèces d'oiseaux, 10 ont totalement disparu. Les 2 dernières ne subsistent qu'à grand-peine. Le martin chasseur-cannelle est un drôle d'oiseau mignon au long bec. Il n'a été sauvé qu'in extremis grâce à une opération de sauvetage de quelques spécimens. L'espèce a disparu à l'état sauvage, mais des écologistes ont réussi à en assurer la survie dans des parcs zoologiques pendant plusieurs décennies. Et cette année, une excellente nouvelle. Des scientifiques viennent de réintroduire quelques individus dans une jungle située à environ 5800 km de là. Une autre espèce préservée de justesse est le râle de Guam, ou coco dans la langue locale. Ce pauvre oiseau est incapable de voler. Terrestre, totalement vulnérable. Heureusement,
Certains individus ont été déplacés vers d'autres îles où l'on a œuvré à leur survie. Mais ce qu'il y avait de plus terrifiant chez le serpent brun arboricole, ce n'était pas seulement sa voracité, mais son acharnement. La plupart des prédateurs se contentent de ce dont ils ont besoin. Pas lui. Rien ne l'arrête. Ces créatures n'ont aucune mesure. Elles s'attaquent à des proies trop imposantes pour être ingérées, tentent de se nourrir de détritus. Et lorsqu'elles réalisent qu'elles ont eu les yeux plus gros que le ventre, elles abandonnent les restes, les laissant pourrir à même le sol. C'est proprement épouvantable. Pour comprendre la soudaine disparition des oiseaux, les chercheurs leur avaient fixé de minuscules émetteurs afin de suivre leur déplacement. Mais à chaque nouvelle vérification, les signaux étaient localisés, à l'intérieur des serpents, ou dans des carcasses qu'ils avaient laissées derrière eux. Et à présent, ces serpents n'ont plus rien à dévorer. Des millions d'individus affamés. On pourrait croire qu'ils renonceraient, mais non. Ils ont simplement adapté leur régime alimentaire. Rats, lézards, déchets, voire leurs congénères. Oui, ils en viennent là. Et ce n'était pourtant que le commencement. Les oiseaux ne sont pas là uniquement pour égayer les forêts de leurs champs. Ils régulent les insectes, contribuent à l'équilibre écologique. Et lorsqu'ils s'éteignent, leur absence se remarque vite. D'autres formes de vie s'empressent de combler le vide. Les araignées. À Guam, leur prolifération a atteint des sommets inédits. L'île se retrouve envahie par des nappes de soie et d'innombrables pattes inquiétantes. Les araignées bananes dominent le paysage. Ces géantes à l'abdomen doré construisent des toiles immenses, bien plus vastes que celles observées ailleurs. Ou encore les araignées chasseuses, aussi larges qu'une main humaine. Fidèles à leur nom, elles traquent activement leur proie en bondissant sur le sol forestier, injectant rapidement leur venin à l'aide de puissants crochets. Dissimulées parmi elles, de minuscules argyrodes rôdent. Rusées et opportunistes, ces voleuses de petite taille subtilisent la nourriture de leurs colossaux voisins. Voire, à l'occasion, s'en repaissent elles-mêmes. Enfin, les pères de l'Opuntia tissent des habitats collectifs. Comparables à de véritables mini-villes, ces amas de soie accueillent encore parfois des centaines d'individus. Certains spécialistes parlent de toiles appartements, tant leur structure rappelle celle d'un immeuble à plusieurs niveaux. Ces structures s'élèvent du sol jusqu'à la canopée et finissent par donner à la forêt l'allure d'un décor d'Halloween. Le moindre promeneur risque de s'empêtrer dans leurs fils comme une momie. Le phénomène est si courant que les randonneurs emportent désormais avec eux des bâtons à araignées, de longues branches leur servant à balayer ces toiles avant qu'elles ne leur collent au visage ou aux vêtements. Ce n'est qu'en 2012 que l'on entreprit de chiffrer cette invasion. Les résultats sont renversants. Entre 5 et 730 millions d'arachnides peupleraient la jungle de Guam. L'île en abrite ainsi 40 fois plus que ses voisines immédiates, Rota, Tinian et Sepan, toutes réunies. Et encore, ce n'est là qu'une estimation minimale, car certaines toiles sont perchées bien au-delà de toute portée humaine. Le plus troublant, c'est que ces araignées continuent d'évoluer. Les araignées bananes tissent souvent une étrange figure appelée stabilimentum, un épais motif en zigzag de soie blanche qui traverse le centre de la toile. Sa fonction exacte demeure incertaine. Il pourrait renforcer la structure ou effrayer les prédateurs en donnant à l'araignée une apparence plus imposante. La théorie la plus solide suggère qu'il s'agit d'un signal pour les oiseaux, un avertissement lumineux les incitant à éviter la toile pour ne pas la détruire en volant à travers. Mais sur Guam, plus d'oiseaux pour causer de tels dégâts. Résultat, les araignées ont cessé de décorer leurs pièges. Et le plus inquiétant, c'est que personne ne sait comment inverser cette dynamique. Pour tenter de préserver le stourne de Micronésie, une espèce menacée, les écologues ont mis en place des nichoirs. Il s'agissait d'abris clos, conçus pour offrir un espace sécurisé où les oiseaux puissent élever leurs petits. Afin d'empêcher les serpents d'y accéder, ils ont installé à la base des poteaux métalliques lisses, appelés déflecteurs, dont la surface glissante et le diamètre imposant devaient, en théorie, rendre toute escalade impossible. Ah, si seulement! Ces serpents arboricoles bruns ont trouvé une autre méthode. Au lieu de grimper, l'un d'eux, aussi fin qu'une corde, s'est entièrement enroulé autour du cylindre métallique, formant une boucle, puis il s'est hissé lentement le long du poteau. Ce comportement n'a été observé qu'en 2021. Jamais auparavant on n'avait vu un serpent recourir à une telle technique. Ces prédateurs semblent animés d'une obstination féroce. Ils ne lâchent pas prise. Les humains, eux, ont tout tenté. Pièges, clôtures, fouilles nocturnes à la lampe, murs de protection, mais rien n'a permis d'enrayer l'invasion.
Leur population est trop élevée et leur ruse redoutable. Chaque année, les États-Unis consacrent près de 4 millions de dollars à la lutte contre ce fléau. Or, jusqu'à présent, une seule initiative a véritablement porté ses fruits. Dans un périmètre réduit de la base aérienne d'Andersen, les scientifiques ont réussi à diminuer la population serpentine grâce à l'usage d'appâts. Mais peu à peu, l'évidence s'impose. Les serpents ne s'en iront pas. L'humanité a beau être capable d'explorer l'espace, elle demeure impuissante face à cette menace. Cela signifie que le visage de Guam est sur le point de changer radicalement. Les forêts de Guam ont toujours inspiré un sentiment de mystère teinté d'inquiétude. Même avant l'arrivée des serpents, elles n'offrent ni terre meuble ni sol tendre, mais un chaos de calcaire acéré, issu d'un ancien récif corallien, lentement soulevé au fil de millions d'années. Les arbres parviennent à enfoncer leurs racines dans la moindre fissure. Partout, une végétation luxuriante s'enchevêtre et se déploie. Arbres à pins, cycas au charme archaïque, pandanus hérissés de pointes. Et pour couronner le tout, un typhon s'abat tous les quelques années, ravageant l'île. Heureusement, les plantes ont tendance à repousser avec vigueur. Marcher dans ces forêts tient de la folie. On a l'impression de progresser dans l'eau, sauf qu'au lieu de garder l'équilibre dans les vagues, il faut éviter de trébucher et de s'entailler les jambes sur les pierres acérées. Tout mouvement requiert une attention constante. À présent, la situation s'aggrave. Près de 70% des arbres de Guam dépendèrent des oiseaux pour disperser leurs graines. Privés de cette aide, ils laissent tomber leurs fruits directement au sol, où ils pourrissent sans germer. Il se pourrait bien que la domination des envahisseurs devienne permanente. Guam risque alors de cesser d'être une destination accueillante, et à terme, l'île pourrait devenir l'un des endroits les plus hostiles de la planète, si ce n'est déjà le cas. Le fleuve Amazon est célèbre pour ses piranhas, ses requins bulldogs et d'autres créatures que vous souhaiteriez à tout prix éviter. Mais il existe des cours d'eau encore plus périlleux à travers le monde. Le fleuve Congo, le plus profond d'entre eux, atteint des profondeurs telles que la lumière du soleil ne parvient pas à pénétrer dans certaines sections. C'est également le seul grand fleuve à traverser 2 fois l'équateur, et il déverse chaque seconde dans l'océan Atlantique un volume d'eau suffisant pour remplir plus de 13 piscines olympiques. Même les navigateurs les plus chevronnés rencontrent des difficultés à franchir les puissants courants du fleuve, les rapides de sa partie supérieure ainsi que les cascades et les gorges de sa section inférieure. Les eaux tumultueuses du Congo sont si rapides et puissantes qu'elles créent une barrière naturelle entre les espèces, à l'image des montagnes ou des océans. Des poissons évoluant séparément le long de chaque rive, incapables de traverser pour se reproduire, donnant naissance à de nouvelles espèces distinctes. Parmi les créatures les plus redoutables de ces eaux figure le poisson-tigre Goliath. Ces prédateurs impressionnants, atteignant jusqu'à 1,50 m de long et pouvant filer à une vitesse de 40 km/h, sont de proches parents des piranhas. Leur mâchoire est garnie de dents acérées comme des lames de rasoir. Les femelles pondent des centaines de milliers d'œufs et leurs progénitures sont des chasseurs dès la naissance. Cette créature est digne d'effroi. C'est le seul poisson d'eau douce en Afrique connu pour attaquer les crocodiles, et même parfois les humains. Inutile de dire qu'il vaut mieux éviter de nager dans ces eaux. Tout au long du fleuve, on trouve des jungles denses et une faune affamée, composée notamment de serpents et d'hippopotames particulièrement agressifs. Malgré ces dangers, le fleuve est un axe de transport essentiel d'Afrique centrale. Les barges qui y naviguent pendant des semaines accueillent souvent jusqu'à 2000 passagers et chavirent de temps à autre. Selon le folklore local, un autre danger pourrait rôder, celui qui arrête le cours des rivières. Cette créature, décrite comme un animal semblable à un dinosaure, vivrait dans le bassin du fleuve Congo. Bien qu'il y ait eu plus d'une centaine de témoignages au cours du siècle dernier, aucune preuve tangible de l'existence de cette bête n'a jamais été apportée. Au tournant du XXIe siècle, une série d'événements mystérieux et terrifiants s'est déroulée sur le fleuve Kali, en Inde. Un animal décrit comme un cochon d'eau, couleur de boue, entraînait les nageurs par le fond sous les yeux de témoins horrifiés. Le biologiste britannique Jeremy Wade entreprit de percer le mystère. Il observa que tous ces incidents inquiétants se concentrèrent dans une zone bien précise, s'étendant sur environ 6 km. Les habitants des environs expliquèrent à Wade que cette créature devenait de plus en plus grande et agressive à mesure qu'elle se nourrissait. Wade utilisa un sondeur pour examiner les eaux et supposa que le phénomène pourrait être lié à un tourbillon. Toutefois, le monstre finit par s'en prendre à un buffle d'eau. Étant donné leur taille et leur poids impressionnants, la créature responsable devait posséder une force extraordinaire.
les crocodiles marins ne s'aventurant pas aussi loin dans les terres, et les crocodiles locaux les plus communs ne supportant pas les eaux froides, ces hypothèses furent écartées. Par ailleurs, aucun requin bulldog n'était présent dans la région. Finalement, Wade aperçut plusieurs poissons-chats du diable dans les profondeurs. Certains spécimens atteignaient la taille d'un homme adulte. Ils ne pouvaient être capturés avec une simple canne à pêche, mais une construction spéciale permit d'en maîtriser quelques-uns. Le plus grand poisson mesurait 2 mètres de long et pesait 3 fois le poids d'un silure moyen. Sa taille lui permettait de s'attaquer à un humain ou à un animal imposant. Cependant, Wade souligna qu'il pourrait exister des spécimens encore plus gigantesques dans les eaux du fleuve Cali. L'Orénoque, en Amérique du Sud, est particulièrement dangereux en raison de ses courbes abruptes et de ses puissants courants sous-marins. Même avec un GPS, il est facile de s'y perdre. Ce danger est accentué par les nombreuses chutes d'eau imprévisibles qui jalonnent son cours, obligeant les navigateurs à rester constamment en alerte pour survivre. Ce fleuve est le seul habitat naturel du rarissime crocodile de l'Orénoque et abrite également des poissons au caractère tout aussi redoutable. Parmi eux, le payara, connu sous le nom de tétra-vampire, se distingue par ses longues dents acérées, semblables à des poignards, et 2 crocs imposants qui émergent de sa mâchoire inférieure. Un bon orthodontiste pourrait peut-être améliorer son apparence, n'est-ce pas? En permanence à l'affût, il s'attaque principalement à des poissons de taille moyenne, voire imposante. Lorsqu'un humain tente de le capturer, il se défend vigoureusement, infligeant des morsures et des entailles. Heureusement, aucune attaque mortelle sur un humain n'a été recensée, une information qui, avouons-le, a de quoi soulager. Le fleuve jaune, en Chine, doit son nom à sa teinte caractéristique, bien qu'il n'ait pas toujours été de cette couleur. Formé il y a au moins 30 millions d'années, il a changé de cours plus de 30 fois au fil des siècles. Son aspect boueux actuel résulte des sédiments jaunes transportés depuis un plateau éloigné. Ces particules fines se déposent au fond du fleuve, formant ainsi des barrages naturels. Les immenses volumes d'eau transportés par le fleuve doivent impérativement atteindre la mer, mais ce processus a causé, à travers les âges, des inondations dévastatrices qui ont coûté la vie à des millions de gens. Pour y remédier, les habitants ont érigé des digues toujours plus hautes. Cependant, ces infrastructures ont aggravé la situation, empêchant l'eau de retrouver son lit naturel, surélevé par rapport aux terres environnantes. Cela a même entraîné un déplacement de son embouchure. Et aujourd'hui, de gigantesques barrages et digues longent le fleuve dans l'espoir de maîtriser ce colosse capricieux. Le Rio Paraná, second plus long d'Amérique latine, reçoit de nombreux affluents provenant des hauts plateaux proches des Andes. Pendant la saison des pluies, les eaux s'écoulent en masse, créant des conditions idéales pour un habitant redouté, le piranha. Ces eaux abritent entre 30 et 60 espèces de ces terribles poissons. À la fin de l'année 2013, par une journée étouffante, des piranhas ont attaqué des baigneurs venus se rafraîchir. Surpris par les morsures soudaines, les gens ont fui le fleuve à toutes jambes. Et bien qu'aucune vie n'ait été perdue, cet événement reste l'une des attaques de piranhas les plus audacieuses jamais recensées. Les biologistes en ont conclu que des piranhas palometas, probablement dérangés dans leur zone de reproduction, étaient à l'origine de l'attaque. Par ailleurs, le Rio Paraná se distingue par son courant puissant, souvent redoutable pour les nageurs et les embarcations. Ces crues fréquentes constituent également un danger pour les populations riveraines. Le Nil, le plus long fleuve au monde, traverse 11 pays avant de se jeter dans la Méditerranée. Depuis des siècles, des explorateurs tentent d'en identifier la source, mais son origine demeure entourée de mystères. Et pour ne rien faciliter, le fleuve effectue un virage inattendu en plein cœur du Sahara. Les scientifiques attribuent ce phénomène à une vaste formation rocheuse souterraine, datant de plusieurs millions d'années. Le Nil a été, à travers les âges, une voie navigable essentielle pour de nombreuses civilisations, mais il est aussi le foyer de redoutables prédateurs. Parmi eux, les crocodiles, qui peuvent atteindre 6 mètres de long, dépassant légèrement la taille d'une girafe moyenne. Ces créatures impressionnantes, capables de sprinter à près de 50 km/h sur la terre ferme, causent la mort de plusieurs centaines de personnes chaque année. Les hippopotames, également présents dans le Nil, s'attaquent parfois aux embarcations, et des serpents venimeux comme le mamba noir ou le cobra égyptien ajoutent à la diversité. Cependant, l'un des dangers les plus sournois reste le moustique, porteur de maladies qui touchent des centaines de milliers de personnes. En Asie, le fleuve Brahmapoutre transporte l'eau des majestueuses montagnes de l'Himalaya. Lorsque la neige fond, elle provoque d'immenses inondations entraînant des glissements de terrain, déplaçant des millions de personnes et décimant des centaines d'animaux dans les parcs nationaux voisins.
Ces crues massives se produisent aussi pendant la mousson, de juin à octobre, aggravée par des pluies torrentielles. Au cours des 2 derniers siècles et demi, le fleuve Brahmapoutre a considérablement modifié son trajet. L'érosion constitue un autre danger majeur. Les rives du fleuve, composées principalement de sable et de limons peu homogènes, causent ainsi la perte de nombreuses terres, bien que le rythme de l'érosion ait ralenti. Le Brahmapoutre fait également partie des rares fleuves au monde où se produit un mascaret. Une imposante vague de marée qui remonte le cours du fleuve à contre-courant, là où il rejoint l'océan. Il existe sur notre planète un lieu si périlleux que même les créatures soit les plus redoutables d'aujourd'hui n'y survivraient mal pas un instant. Ce site se trouvait autrefois dans l'actuelle région du sud-est marocain, connu sous le nom de plateau de Kemkem. L'histoire de cet endroit remonte à environ 100 millions d'années, à l'époque du Crétacé. À première vue, on aurait pu croire à un lieu enchanteur, une forêt luxuriante, des rivières étincelantes sous la lumière du soleil, jusqu'à croiser un dinosaure effroyable. Les lions ou les requins actuels ne font pas le poids face aux révélations des fossiles. La région des Kemkem était dominée par des prédateurs redoutables, dont 3 des dinosaures carnivores les plus gigantesques jamais découverts. Prenons le spinosaure, par exemple. Ce dinosaure dépassait tout ce que l'on pourrait imaginer. Une créature mi-reptile, mi-monstre, atteignant plus de 15 mètres de hauteur, surpassant ainsi le tyrannosaure. Doté d'un museau évoquant celui d'un crocodile et d'une voile dorsale, il régnait sur les forêts. Mais ce redoutable prédateur savait aussi nager, rendant les eaux tout aussi dangereuses. Il capturait des poissons gigantesques, comme s'il les cueillait d'un simple geste des eaux peu profondes. Il y avait également le Carcharodontosaurus, un carnivore dont le nom signifie « lézard aux dents de requin ». Ses dents, aussi tranchantes que des rasoirs, déchirèrent la chair avec une facilité glaçante. Ce colosse, presque aussi grand qu'une maison, surpassait en vitesse, en puissance et en agressivité la plupart des créatures ayant foulé la terre. Enfin, le Deltadromeus, un dinosaure à l'apparence de rapace conçu pour la vitesse, traquait ses proies tel un ninja, rapide et d'une précision redoutable. Oh, et les cieux n'étaient pas en reste, peuplés de ptérosaures voltigeants. Souvent confondus avec des dinosaures volants, ces êtres appartenaient pourtant à une autre catégorie, plus précisément apparentés à de proches cousins des dinosaures. Ces reptiles majestueux survolaient les Kemkem avec une envergure atteignant jusqu'à 9 mètres. Leurs doigts étaient dotés d'une membrane avec un 4e doigt, rappelant celui des chauves-souris. Leur squelette, d'une légèreté remarquable, leur permettait de planer avec une aisance extraordinaire. Mais les dinosaures n'étaient pas les seuls responsables de l'atmosphère terrifiante des Kemkem. Les eaux dissimulaient, elles aussi, de redoutables dangers, d'immenses poissons et des créatures proches des crocodiles. Leurs mâchoires, capables de broyer les eaux, guettaient sous la surface, prêtes à fondre sur toute proie malchanceuse. Parmi ces créatures aquatiques, on trouvait le Sarcosuchus, surnommé Super Croc. Ce redoutable reptile, long de 12 mètres, aurait aisément pu engloutir un humain. Mieux encore, il était capable de s'attaquer à un dinosaure adulte et d'en sortir victorieux. Ses mâchoires, d'une puissance effrayante, ne laissaient aucune chance à ses proies, pas même aux spinosaures. Les Kélacantes fréquentaient également les rivières. Ces prédateurs redoutables pouvaient engloutir sans difficulté un poisson de grande taille. Ils étaient dotés de nageoires intrigantes, qui reproduisaient des mouvements similaires à ceux de nos bras et de nos jambes. De plus, une articulation particulière dans leur crâne leur permettait de lever la tête, rappelant étrangement un comportement humain. Fait étonnant, nous pensions que ces créatures avaient disparu il y a 66 millions d'années, en même temps que les dinosaures. Mais récemment, elles ont été redécouvertes dans l'océan Indien, où elles prospèrent encore aujourd'hui. Elles avaient simplement trouvé refuge dans les profondeurs et n'ont probablement jamais remarqué ni l'impact de l'astéroïde ayant décimé les dinosaures, ni même l'apparition de l'homme. Rassurez-vous, au fil de millions d'années, ces créatures ne sont devenues pratiquement inoffensives. Leur taille a rétréci de 4 à 5 fois, bien qu'elles pèsent encore environ 90 kilos. Imaginez leur envergure à l'époque. Les eaux des Kemkem abritaient également d'énormes dipnustes et d'autres créatures aquatiques effrayantes. Boire ou se baigner dans ces rivières était donc une entreprise risquée, où l'on pouvait à tout moment être attaqué.
Quel lieu incroyable! Même les tortues atteignaient là-bas la taille de voitures. Imaginez-vous survivre dans un monde où ces créatures gigantesques semblaient omniprésentes. Ce qui rendait cet endroit unique, ce n'était pas seulement la taille impressionnante de ces bêtes, mais surtout la densité exceptionnelle de prédateurs qui y régnaient. Vous pourriez penser qu'il est improbable qu'un si grand nombre de prédateurs puissent cohabiter dans un même endroit, et vous auriez raison. Les proies y étaient rares. Cela rend la situation encore plus effrayante. Ces prédateurs arpentèrent la région, traquant la moindre trace de vie, et lorsqu'il n'y avait plus rien à chasser, ils se retournaient les uns contre les autres. Depuis des années, les scientifiques tentent de comprendre cette situation. Était-ce une caractéristique de cette époque, où toutes les régions du globe semblaient aussi dangereuses? Ou bien cet endroit avait-il quelque chose de particulier? Certains suggèrent que nous n'aurions trouvé que des fossiles de prédateurs, car les animaux les plus paisibles auraient disparu, et que les relevés fossiles seraient ainsi biaisés. Mais au final, le mystère reste entier. L'environnement était tout aussi captivant que les créatures qui y vivaient, bien que légèrement plus hospitalier. Imaginez, ce désert, aujourd'hui aride, était autrefois un paradis vert, humide et parcouru de rivières. Le soleil brûlait intensément la terre, et le climat y était tellement chaud que même les pôles étaient tempérés. Le temps était extrême, alternant entre des saisons de sécheresse et des tempêtes violentes qui façonnaient à la fois le paysage et la vie. D'immenses rivières traversaient ce territoire, sculptant leur chemin depuis le Sahara jusqu'à l'ancien océan Tétis, au nord. Si vous aviez pu observer ce panorama, vous auriez vu des bassins gigantesques interconnectés, et au-delà, l'Atlantique central. Les plaines inondables s'étendaient sous un ciel écrasant de chaleur. Ces rivières étaient imprévisibles, calmes et paisibles un jour, puis déchaînées comme des bêtes en furie le lendemain. Au début, ces cours d'eau étaient d'une puissance impressionnante, creusant de profonds canaux et formant d'immenses bancs de sable. Mais, avec le temps, leur débit a ralenti, et le paysage s'est métamorphosé, d'étangs peu profonds à des étendues de sel. L'eau, en se retirant progressivement, a laissé derrière elle une mosaïque de zones humides et de cours d'eau paisibles. De nos jours, les Kemkem sont devenus un vaste désert rocheux où le temps semble figé depuis des millions d'années. Si vous vous y aventuriez, vous découvririez une immense falaise escarpée, sa surface rocheuse serpentant à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, baignée par la lumière crue et implacable du soleil. Sous vos pieds se cacheraient des strates d'histoire fossilisées, l'une des raisons pour lesquelles cet endroit a tant captivé les scientifiques. Ce site abrite probablement l'une des collections de fossiles les plus riches et les plus complètes d'Afrique du Nord. Certes, d'autres régions d'Afrique, comme la formation de Baharia en Égypte, ont également livré des fossiles. Mais elles n'apportent pas autant d'informations sur la vie de cette époque que le site des Kemkem. Cela s'explique par la présence des rivières mentionnées plus tôt. Dans les zones plus chaudes et arides, ces cours d'eau se sont soit érodés, soit enfouis sous le sable. Les premières découvertes des Kemkem remontent à la fin des années 40, lorsqu'un géologue du nom de George Schubert a mis au jour des fossiles de poissons osseux le long de l'escarpement près de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Quelques années plus tard, le paléontologue René Lavocat a véritablement élargi le champ des découvertes. Voyageant à dos de dromadaire, il a exploré le paysage désertique et dévoilé un véritable trésor de fossiles. Il découvrit le squelette partiel d'un gigantesque dinosaure herbivore. Enfin, une créature paisible dans les Kemkem. Ce colosse au long cou arpentait les anciennes vallées fluviales et se nourrissait de feuillage comme un paisible herbivore. Pendant plusieurs décennies, les scientifiques n'ont entrepris que de modestes expéditions de fouilles, dévoilant ici et là quelques découvertes modestes. Puis, dans les années 70, le paléontologue allemand Helmut Alberti a conduit son équipe dans les Kemkem. C'est à ce moment-là que tout a pris une tournure spectaculaire. Ils ont découvert des fossiles de poissons préhistoriques, de crocodiles, de dinosaures, ainsi que des fragments du célèbre spinosaure. Imaginez la joie des scientifiques de cette expédition. À partir du milieu des années 90, le domaine des fossiles a connu une véritable révolution. De nouvelles et impressionnantes espèces ont été identifiées dans les Kemkem. Au fil des années, le rythme des découvertes n'a cessé de s'intensifier. Les paléontologues, munis de techniques et d'outils avancés,
ont mis au jour plus de fossiles que jamais auparavant. Et ce n'est que le début. Le fleuve Amazon est célèbre pour ses piranhas, ses requins bulldogs et d'autres créatures que vous souhaiteriez à tout prix éviter. Mais il existe des cours d'eau encore plus périlleux à travers le monde. Le fleuve Congo, le plus profond d'entre eux, atteint des profondeurs telles que la lumière du soleil ne parvient pas à pénétrer dans certaines sections. C'est également le seul grand fleuve à traverser 2 fois l'équateur, et il déverse chaque seconde dans l'océan Atlantique un volume d'eau suffisant pour remplir plus de 13 piscines olympiques. Même les navigateurs les plus chevronnés rencontrent des difficultés à franchir les puissants courants du fleuve, les rapides de sa partie supérieure ainsi que les cascades et les gorges de sa section inférieure. Les eaux tumultueuses du Congo sont si rapides et puissantes qu'elles créent une barrière naturelle entre les espèces, à l'image des montagnes ou des océans. Des poissons évoluant séparément le long de chaque rive, incapables de traverser pour se reproduire, donnant naissance à de nouvelles espèces distinctes. Parmi les créatures les plus redoutables de ces eaux figure le poisson-tigre Goliath. Ces prédateurs impressionnants, atteignant jusqu'à 1,50 m de long et pouvant filer à une vitesse de 40 km/h, sont de proches parents des piranhas. Leur mâchoire est garnie de dents acérées comme des lames de rasoir. Les femelles pondent des centaines de milliers d'œufs et leurs progénitures sont des chasseurs dès la naissance. Cette créature est digne d'effroi. C'est le seul poisson d'eau douce en Afrique connu pour attaquer les crocodiles, et même parfois les humains. Inutile de dire qu'il vaut mieux éviter de nager dans ces eaux. Tout au long du fleuve, on trouve des jungles denses et une faune affamée, composée notamment de serpents et d'hippopotames particulièrement agressifs. Malgré ces dangers, le fleuve est un axe de transport essentiel d'Afrique centrale. Les barges qui y naviguent pendant des semaines accueillent souvent jusqu'à 2000 passagers et chavirent de temps à autre. Selon le folklore local, un autre danger pourrait rôder, celui qui arrête le cours des rivières. Cette créature, décrite comme un animal semblable à un dinosaure, vivrait dans le bassin du fleuve Congo. Bien qu'il y ait eu plus d'une centaine de témoignages au cours du siècle dernier, aucune preuve tangible de l'existence de cette bête n'a jamais été apportée. Au tournant du XXIe siècle, une série d'événements mystérieux et terrifiants s'est déroulée sur le fleuve Kali, en Inde. Un animal décrit comme un cochon d'eau, couleur de boue, entraînait les nageurs par le fond sous les yeux de témoins horrifiés. Le biologiste britannique Jeremy Wade entreprit de percer le mystère. Il observa que tous ces incidents inquiétants se concentrèrent dans une zone bien précise, s'étendant sur environ 6 km. Les habitants des environs expliquèrent à Wade que cette créature devenait de plus en plus grande et agressive à mesure qu'elle se nourrissait. Wade utilisa un sondeur pour examiner les eaux et supposa que le phénomène pourrait être lié à un tourbillon. Toutefois, le monstre finit par s'en prendre à un buffle d'eau. Étant donné leur taille et leur poids impressionnants, la créature responsable devait posséder une force extraordinaire. Les crocodiles marins ne s'aventurant pas aussi loin dans les terres, et les crocodiles locaux les plus communs ne supportant pas les eaux froides, ces hypothèses furent écartées. Par ailleurs, aucun requin bulldog n'était présent dans la région. Finalement, Wade aperçut plusieurs poissons-chats du diable dans les profondeurs. Certains spécimens atteignaient la taille d'un homme adulte. Ils ne pouvaient être capturés avec une simple canne à pêche, mais une construction spéciale permit d'en maîtriser quelques-uns. Le plus grand poisson mesurait 2 mètres de long et pesait 3 fois le poids d'un silure moyen. Sa taille lui permettait de s'attaquer à un humain ou à un animal imposant. Cependant, Wade souligna qu'il pourrait exister des spécimens encore plus gigantesques dans les eaux du fleuve Kali. L'Orénoque, en Amérique du Sud, est particulièrement dangereux en raison de ses courbes abruptes et de ses puissants courants sous-marins. Même avec un GPS, il est facile de s'y perdre. Ce danger est accentué par les nombreuses chutes d'eau imprévisibles qui jalonnent son cours, obligeant les navigateurs à rester constamment en alerte pour survivre. Ce fleuve est le seul habitat naturel du rarissime crocodile de l'Orénoque et abrite également des poissons au caractère tout aussi redoutable. Parmi eux, le payara, connu sous le nom de tétra-vampire, se distingue par ses longues dents acérées, semblables à des poignards, et 2 crocs imposants qui émergent de sa mâchoire inférieure. Un bon orthodontiste pourrait peut-être améliorer son apparence, n'est-ce pas? En permanence à l'affût, il s'attaque principalement à des poissons de taille moyenne, voire imposante. Lorsqu'un humain tente de le capturer, il se défend vigoureusement, infligeant des morsures et des entailles. Heureusement, aucune attaque mortelle sur un humain n'a été recensée, une information qui, avouons-le, a de quoi soulager. Le fleuve jaune, en Chine, doit son nom à sa teinte caractéristique, bien qu'il n'ait pas toujours été de cette couleur. Formé il y a au moins 30 millions d'années, il a changé de cours plus de 30 fois au fil des siècles.
Son aspect boueux actuel résulte des sédiments jaunes transportés depuis un plateau éloigné. Ces particules fines se déposent au fond du fleuve, formant ainsi des barrages naturels. Les immenses volumes d'eau transportés par le fleuve doivent impérativement atteindre la mer, mais ce processus a causé, à travers les âges, des inondations dévastatrices qui ont coûté la vie à des millions de gens. Pour y remédier, les habitants ont érigé des digues toujours plus hautes. Cependant, ces infrastructures ont aggravé la situation, empêchant l'eau de retrouver son lit naturel, surélevé par rapport aux terres environnantes. Cela a même entraîné un déplacement de son embouchure. Et aujourd'hui, de gigantesques barrages et digues longent le fleuve dans l'espoir de maîtriser ce colosse capricieux. Le Rio Paraná, second plus long d'Amérique latine, reçoit de nombreux affluents provenant des hauts plateaux proches des Andes. Pendant la saison des pluies, les eaux s'écoulent en masse, créant des conditions idéales pour un habitant redouté, le piranha. Ces eaux abritent entre 30 et 60 espèces de ces terribles poissons. À la fin de l'année 2013, par une journée étouffante, des piranhas ont attaqué des baigneurs venus se rafraîchir. Surpris par les morsures soudaines, les gens ont fui le fleuve à toutes jambes. Et bien qu'aucune vie n'ait été perdue, cet événement reste l'une des attaques de piranhas les plus audacieuses jamais recensées. Les biologistes en ont conclu que des piranhas palometas, probablement dérangés dans leur zone de reproduction, étaient à l'origine de l'attaque. Par ailleurs, le Rio Paraná se distingue par son courant puissant, souvent redoutable pour les nageurs et les embarcations. Ces crues fréquentes constituent également un danger pour les populations riveraines. Le Nil, le plus long fleuve au monde, traverse 11 pays avant de se jeter dans la Méditerranée. Depuis des siècles, des explorateurs tentent d'en identifier la source, mais son origine demeure entourée de mystères. Et pour ne rien faciliter, le fleuve effectue un virage inattendu en plein cœur du Sahara. Les scientifiques attribuent ce phénomène à une vaste formation rocheuse souterraine, datant de plusieurs millions d'années. Le Nil a été, à travers les âges, une voie navigable essentielle pour de nombreuses civilisations, mais il est aussi le foyer de redoutables prédateurs. Parmi eux, les crocodiles, qui peuvent atteindre 6 mètres de long, dépassant légèrement la taille d'une girafe moyenne. Ces créatures impressionnantes, capables de sprinter à près de 50 km/h sur la terre ferme, causent la mort de plusieurs centaines de personnes chaque année. Les hippopotames, également présents dans le Nil, s'attaquent parfois aux embarcations, et des serpents venimeux comme le mamba noir ou le cobra égyptien ajoutent à la diversité. Cependant, l'un des dangers les plus sournois reste le moustique, porteur de maladies qui touchent des centaines de milliers de personnes. En Asie, le fleuve Brahmapoutre transporte l'eau des majestueuses montagnes de l'Himalaya. Lorsque la neige fond, elle provoque d'immenses inondations entraînant des glissements de terrain, déplaçant des millions de personnes et décimant des centaines d'animaux dans les parcs nationaux voisins. Ces crues massives se produisent aussi pendant la mousson, de juin à octobre, aggravée par des pluies torrentielles. Au cours des 2 derniers siècles et demi, le fleuve Brahmapoutre a considérablement modifié son trajet. L'érosion constitue un autre danger majeur. Les rives du fleuve, composées principalement de sable et de limons peu homogènes, causent ainsi la perte de nombreuses terres, bien que le rythme de l'érosion ait ralenti. Le Brahmapoutre fait également partie des rares fleuves au monde où se produit un mascaret. Une imposante vague de marée qui remonte le cours du fleuve à contre-courant, là où il rejoint l'océan. Tu te rends sur l'île de Queimada Grande, l'une des plus dangereuses du monde. Là-bas, tu te retrouves au milieu d'une forêt tropicale. Il y a d'énormes rochers et des plaines herbeuses. Ce lieu abrite des oiseaux, des sauterelles, ainsi que des cafards géants, mais aussi un autre animal. Et c'est à cause de celui-ci que l'île a acquis sa sinistre réputation. Il y a des serpents et en très grand nombre. En si grand nombre que l'endroit est également connu sous le nom de l'île aux serpents. Pourras-tu y survivre ? Située à seulement 32 km de la côte du Brésil, l'île a une superficie de 43 hectares. Elle a probablement été coupée du continent lors de la dernière période glaciaire. Pour cette raison, les serpents se sont retrouvés séparés de la plupart des autres espèces animales. Ils y ont vécu sans aucun rivaux, disposant de sources de nourriture quasi illimitées. Dans un espace aussi restreint, on compte jusqu'à 4000 serpents, ce qui représente un serpent par mètre carré. Il serait donc bien difficile de ne jamais croiser l'une de ces créatures sur cette île.
Ce serpent, le trigonocéphale insulaire, est non seulement le plus répandu sur l'île, mais il s'avère aussi qu'il s'agit, dans la famille des vipéridés, d'une espèce extrêmement venimeuse. En fait, c'est l'une des espèces les plus venimeuses de toute l'Amérique latine. La puissance de son venin est due à son grand isolement. En dehors des serpents, on ne trouve que des oiseaux sur cette terre. Et pour attraper ces oiseaux, il fallait que le venin des serpents soit particulièrement violent. Par conséquent, depuis qu'ils ont été séparés de leurs lointains parents, leur venin est devenu presque 5 fois plus puissant. La plupart du temps, le trigonocéphale insulaire se cache dans les arbres ou les feuilles qui jonchent le sol. Si tu te retrouves un jour coincé ici, il vaut mieux que tu te tiennes à bonne distance de ces animaux. Les serpents utilisent principalement leur odorat et les vibrations pour capturer leur proie. Si tu t'approches trop près de l'un d'eux, reste immobile ou éloigne-toi lentement. Si tu émets trop de vibrations, ils se sentiront menacés, ce qui pourrait les pousser à t'attaquer. Si tu en vois un à quelque distance ou si tu te diriges vers de hautes herbes, tape des pieds plusieurs fois. Cela informera les serpents de ta présence. Ils ne prendront pas le risque de se mesurer à une proie plus grande qu'eux et s'enfuiront probablement assez vite. Il est toujours bon de porter un bâton, au cas où tu tomberais par hasard sur un serpent. Tu disposeras ainsi d'une sorte d'extension qui pourra t'éviter une morsure. Ce bâton pourrait te sauver la vie. S'il possède une extrémité en forme de V, ton bâton te donnera encore plus d'avantages. Si un serpent commence à se comporter de manière agressive, tu pourras le retenir au sol et l'arrêter dans son élan. Mais quoi qu'il arrive, n'essaye pas de le ramasser. Bien, mais que dois-tu faire si tu te fais mordre? Les risques sont assez élevés sur cette île, bien sûr. Tout d'abord, n'essaye pas d'extraire le venin par tes propres moyens. Assure-toi d'appeler immédiatement les services d'urgence. Et une fois que les secours sont en route, applique un large bandage sur la plaie. Un morceau de tissu fera l'affaire si tu n'as rien d'autre. N'essaye pas de poursuivre le serpent afin de déterminer son espèce. Les services d'urgence sauront identifier le venin dont il s'agit. Maintenant, il te suffit de rester calme et d'attendre les secours. Tu te demandes peut-être qui tu peux appeler sur cette île abandonnée. Eh bien, comme il est strictement interdit de visiter cet endroit, des panneaux ont été installés partout sur l'île. Tu y trouveras un numéro que tu peux appeler si tu as des problèmes. Mettons maintenant que tu aies réussi à éviter de te faire mordre. Que vas-tu pouvoir manger sur place? Queimada, en portugais, signifie brûlage ou feu de forêt, et ce nom a une histoire. En effet, l'île tout entière a été délibérément incendiée pour permettre la création d'une plantation de bananes. Malheureusement, les affaires n'ont pas aussi bien marché que les entrepreneurs l'espéraient. Sans doute parce que les serpents n'ont pas laissé les cultivateurs travailler en paix. Mais certains bananiers continuent encore aujourd'hui de pousser, et ils t'apporteront les nutriments dont tu as tant besoin. Il te faudra aussi faire le plein de protéines lors de ton séjour. Heureusement, en plus des serpents, cette île abrite aussi des cafards. Ces cafards géants, à l'allure préhistorique, sortent la nuit pour se nourrir de plantes. Alors, allume ton barbecue et profite de ce mets rare. Mais le meilleur moyen de survivre à cette île est encore de l'éviter à tout prix. Si, par hasard, tu passes devant, n'oublie pas que cet endroit était autrefois relié au continent. Les rochers sous la surface des eaux représentent donc un grand risque pour ton embarcation si tu t'en approches trop. Veille par conséquent à te tenir à bonne distance du rivage lors de ta traversée. Bien sûr, l'île est des plus intrigantes, mais n'oublie pas que quelle que soit la distance à laquelle tu t'approches de ces terres, tu ne pourras pas voir les serpents depuis ton bateau. Tu n'apercevras ces créatures que si tu accostes, ce qui est absolument déconseillé. Car ce ne sont pas seulement les reptiles qui rendent cet endroit dangereux. Des pirates visitent cette île assez régulièrement. Pas les pirates à jambes de bois qui chantent en comptant leurs pièces d'or, mais ceux qu'on nomme les biopirates, qui viennent là pour capturer l'animal qui rend l'île si dangereuse. Ils viennent pour les serpents, afin de les attraper et de les vendre sur le marché noir. Depuis que l'île a été coupée du monde il y a environ 11 000 ans, le trigonocéphale insulaire a évolué dans son propre habitat. Donc, bien que le nombre de ces reptiles soit élevé dans ces lieux, l'espèce est aujourd'hui considérée comme menacée. Et en raison de leur rareté, leur valeur est très grande. Ils se vendent pour des sommes proches de 30 000 € sur les marchés clandestins, ce qui bien sûr donne aux biopirates la motivation nécessaire pour se rendre sur cette île. Il y a quand même des façons plus simples de gagner sa vie. Enfin, disons que tu as toutes les ressources nécessaires pour survivre dans l'un des endroits les plus dangereux au monde. Penses-tu que tu parviendrais à réaliser cet exploit? Tu penses peut-être que c'est impossible? Tu seras surpris de savoir qu'en réalité, c'est parfaitement faisable, si tu sais ce que tu fais. De nombreuses personnes ont déjà visité cet endroit effrayant. Des équipes de scientifiques s'y rendent souvent. Ils étudient le trigonocéphale insulaire, son environnement et ses sources de nourriture à des fins de conservation.
Mais les chercheurs s'assurent toujours qu'il y ait un médecin dans l'équipe. Il existe aussi un phare sur l'île des Serpents. Il a été exploité jusque dans les années 1920. Puis on l'a automatisé. Tu devines facilement pourquoi. Les autorités brésiliennes visitent ce phare une fois par an pour s'assurer qu'il fonctionne toujours correctement. Les habitants du continent connaissent la réputation de l'île, alors les histoires de personnes qui y auraient disparu sont plutôt rares. Mais un groupe de pêcheurs s'est un jour approché trop près de son rivage. Alors qu'ils suivaient leur itinéraire habituel, ils se sont accidentellement trop approchés de la côte. Leur bateau a heurté un récif sous les vagues et a commencé à se remplir d'eau. Comme le bateau coulait rapidement, les hommes ne disposaient plus que de deux options. Tenter de survivre dans la mer agitée ou nager jusqu'aux plages de l'île aux serpents. C'était évidemment un choix difficile. Après tout, ils avaient entendu toutes les histoires. Et ce n'est pas seulement les serpents qui les effrayaient. Une légende disait que l'île était maudite. Mais sans se préoccuper de ses contes à dormir debout, les pêcheurs ont choisi de tenter leur chance sur l'île de Queimada Grande. Après avoir atteint le rivage, ils se sont efforcés d'être prudents. Leur connaissance de l'île pouvait les aider à survivre. Plus important encore, ils savaient qu'il fallait à tout prix éviter la forêt tropicale. Lorsque les hommes ont commencé à avoir faim, ils se sont prudemment dirigés vers la lisière de la forêt afin de cueillir des bananes. Mais ils ont passé le reste de leur temps à attendre les secours, assis tranquillement afin de conserver leur énergie. Ils ne pouvaient boire de l'eau que lorsqu'il pleuvait. Cela suffisait à peine pour qu'ils restent en vie. Ils dormaient sur la plage, sans protection contre les éléments. Et pourtant, ils étaient si proches du phare et des grottes. Ils se montraient extrêmement prudents. Mais c'était soit endurer un certain inconfort, soit risquer leur vie pour un lit au sec. Ils n'ont pas cédé à la tentation. Ils ont réussi à survivre 3 jours durant, sans qu'aucun d'eux ne se fasse mordre par un serpent. Après ça, un bateau les a finalement secourus. Voilà, maintenant tu sais que tout est possible. En 2016, 2 chercheurs exploraient les forêts d'Arunachal Pradesh, en Inde. Lorsqu'ils ont découvert par hasard un magnifique serpent camouflé parmi les feuilles. Un habitant leur a alors montré l'animal, et ils ont immédiatement compris qu'ils étaient en présence d'une vipère exceptionnelle. Ce serpent, avec son museau pointu rappelant celui de la vipère hypnale d'Indonésie, et son ventre orange vif les a laissés pantois. De retour au camp, après un examen approfondi, ils ont compris qu'ils avaient mis la main sur une découverte remarquable. Des analyses ADN réalisées à l'Institut indien des sciences ont confirmé qu'il s'agissait d'une espèce totalement inédite, désormais baptisée Trimeresurus arunachalensis. Toutefois, les particularités de ce serpent ne s'arrêtèrent pas là. Son organe reproducteur présentait des caractéristiques distinctes de celles des autres vipères, et son motif d'écaille était tout à fait singulier. Alors que son plus proche parent possédait une vingtaine de rangées d'écailles autour de son corps, ce spécimen mystérieux n'en comptait que 17. La prochaine espèce est un véritable cas d'exception, connu pour être le plus grand gecko jamais observé, avec une longueur avoisinant les 60 cm et une épaisseur comparable à celle du poignet d'un homme adulte. Le seul spécimen répertorié du gecko géant de Delcourt est actuellement conservé en France, mais son origine précise demeure encore en partie mystérieuse. À l'origine, on pensait qu'il provenait de Nouvelle-Zélande, car certaines légendes locales évoquaient l'existence d'un lézard géant vivant dans les forêts. Bien que cette théorie soit fascinante, des études ADN récentes tendent à indiquer que cette espèce nocturne pourrait en réalité venir de Nouvelle-Calédonie. Cependant, aucune preuve définitive n'a encore été apportée à ce sujet. En général, les requins dormeurs sont des créatures lentes et imposantes qui préfèrent les eaux froides profondes des océans. Leur large tête plate leur permet de se tapir dans l'obscurité marine. Toutefois, en 2017, un spécimen a été capturé dans un port de pêche à Taïwan, puis recueilli sur un marché aux poissons, et il ne ressemblait en rien à ses congénères. Tout d'abord, ce requin d'1 et 3 mètres présentait des yeux plus petits et une seconde nageoire dorsale réduite en comparaison de ses congénères. De plus, il possédait davantage de rangées de dents dans sa mâchoire supérieure et moins dans la mâchoire inférieure. Cependant, la découverte la plus surprenante fut de constater qu'il s'agissait d'une femelle enceinte, portant 33 embryons. Cela suggère qu'il existe probablement d'autres spécimens de cette espèce cachés dans les profondeurs océaniques que nous n'avons pas encore détectés. Voici le Mollisquama parini. Il est minuscule, mesurant à peine 14 cm de long, tandis que la plupart des requins des grandes profondeurs atteignent environ 2 mètres. Cependant,
Ne vous laissez pas abuser par sa petite taille, car cette créature est sans aucun doute l'un des secrets les plus intrigants de l'océan. Découvert en 1979 dans les eaux profondes du Chili, ce petit requin ressemble à un véritable gadget d'espion, notamment grâce aux mystérieuses poches situées près de ses nageoires pectorales. Ces poches, qui représentent environ 4% de la longueur de son corps, pourraient soit émettre de la lumière, soit sécréter des phéromones. Ainsi, ce requin pourrait potentiellement s'illuminer pour dérouter ses prédateurs ou attirer des proies classis dans l'obscurité des profondeurs. Et quand je parle de profondeur, c'est à plus de 3000 mètres sous la surface, soit l'équivalent de 7 Empire State Buildings, empilés les uns sur les autres, mais sous l'eau. Depuis sa découverte initiale au Chili, un autre spécimen a été observé en 2010 dans le golfe du Mexique, mais aucun autre n'a été signalé depuis. Ce requin à poche n'est cependant pas le seul animal bioluminescent que nous évoquerons aujourd'hui. Ce cafard d'à peine 2,5 cm de long, au nom scientifique de Luchiormetica lucae, fut initialement collecté en 1939, mais n'a gagné en notoriété que des décennies plus tard, en 2012. Ce qui le rend particulièrement fascinant, ce sont ses facultés de bioluminescence, c'est-à-dire qu'il possède des zones de son corps qui s'illuminent dans l'obscurité. Contrairement aux lucioles, qui utilisent principalement leur lumière pour attirer un partenaire, cette blatte émettait une lueur visant à imiter un coléoptère toxique clignotant dans le but de repousser les prédateurs. Malheureusement, la région d'Équateur où cette créature a été découverte a été sévèrement touchée par une éruption volcanique, faisant craindre que ce spécimen lumineux ne soit une découverte impossible à répéter. Poursuivons avec les petites créatures et découvrons l'Hippocampus minotaure, également surnommé hippocampe à cou de taureau. Celui-ci se distingue par son large cou, sa grande tête et son corps relativement petit, d'où son surnom de minotaure. Les seuls spécimens répertoriés ont été trouvés au large des côtes d'Éden, en Australie, et aucun n'a jamais été observé vivant dans son milieu naturel. C'est pourquoi nous connaissons peu de choses sur son comportement. Certaines recherches suggèrent qu'il vivrait à des profondeurs d'environ 100 mètres, l'équivalent de la hauteur d'un immeuble de 30 étages. On pense que cet hippocampe mystérieux aime enrouler sa queue préhensile autour des coraux et pourrait même se dissimuler dans les fonds sableux. Sa couleur jaune-orange lui permet probablement de se fondre dans les récifs coralliens, ce qui rend son observation dans l'océan aussi difficile que de rechercher une aiguille dans une botte de foin. Passons maintenant au chat de Nariño. En 1989, un unique spécimen de ce félin tacheté et énigmatique a été découvert sur les flancs du volcan Galeras, dans le sud de la Colombie. Ce petit léopard arborait une courte queue, ornée de 7 anneaux noirs et d'une pointe noire également. Sa fourrure rougeâtre caractéristique le différenciait nettement de ses congénères. Comprenant qu'il ne s'agissait pas d'un animal ordinaire, les chercheurs ont entrepris de visiter plusieurs musées à travers l'Amérique latine, afin de trouver des félins similaires, mais sans succès. Par la suite, une analyse ADN a confirmé qu'il était unique en son genre, ayant divergé de ses plus proches parents il y a environ 1,9 million d'années. Le colibri de Bogota est un oiseau remarquable à la couleur violette éclatante et aux plumes de vol noires. Le tout complété par un menton et une couronne d'un vert vif. Pendant de nombreuses années, seul un spécimen acheté à Bogota, en Colombie, en 1909 était connu, et c'est à peu près tout ce que nous avions sous la main. On ne savait que très peu de choses sur cet oiseau fascinant et énigmatique. Cependant, la situation a évolué en 2017 lorsqu'une étude approfondie a mené à une nouvelle analyse de son ADN. Ces résultats ont révélé que le colibri de Bogota pourrait ne pas représenter une espèce entièrement distincte. Il semblerait plutôt qu'il s'agisse d'un hybride, issu du croisement de 2 espèces de colibris. Il est fort probable que sa mère ait été un sylphe à queue d'azur, un superbe colibri que l'on trouve principalement dans les Andes, en Amérique du Sud. Le Nicobar ponctué est considéré comme la licorne du monde ornithologique. Il a été décrit pour la première fois en 1783 par le médecin anglais John Latham, qui l'a observé une seule fois. Depuis cette observation unique, il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'un pigeon, et de nombreux chercheurs étaient si persuadés qu'il constituait une espèce à part. Néanmoins, des études ADN récentes ont révélé que cet oiseau pourrait en réalité être étroitement lié au célèbre dodo, cet oiseau dodu et incapable de voler de l'île Maurice qui ressemblait à un gros pigeon au bec impressionnant.
Quoi qu'il en soit, le nicobar ponctué mesure environ 33 cm de longueur et se distingue par son plumage tacheté de jaune. Contrairement à son cousin terrestre, le nicobar ponctué était probablement davantage arboricole, se nourrissant de fruits dans les arbres. Aujourd'hui, pour observer cet oiseau rare, il faut se rendre au World Museum de Liverpool, où se trouve le seul spécimen connu. Lors de votre séjour en Angleterre, n'oubliez pas de faire un détour par Londres pour visiter le Muséum d'histoire naturelle. Vous y trouverez le seul spécimen connu d'une roussette désignée scientifiquement sous le nom de Pteropus brunus. Les roussettes, ou renards volants, figurent parmi les plus grandes chauves-souris au monde, avec une longueur corporelle, c'est-à-dire sans les ailes, pouvant atteindre environ 40 cm. Cependant, cette chauve-souris particulière, découverte en 1874 sur l'île Percy, ressemble davantage à une version miniature de ses congénères, car elle mesure seulement 21 cm de la tête aux pieds. Ainsi, bien qu'elle n'ait pas été observée dans son habitat naturel depuis un certain temps, il n'y aurait aucune inquiétude à avoir si vous deviez la rencontrer.